Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette thématique de webinaire dédiée aux organismes de formation en devenir ou en tout cas en structuration, en co-animation avec Réactif. Je laisserai Maxence se présenter dans quelques minutes. Je vous souhaite déjà la bienvenue, un bon visionnage et on va avancer déjà sur la présentation des gestes succès, donc 4 gestes succès qui vont vous permettre d'assurer une compréhension optimale de la présentation. À commencer par le premier, donc de couper votre téléphone, en tout cas de mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou encore les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, qui consiste à l'utilisation des différents onglets que vous avez à votre disposition. Le premier onglet consiste à la fonctionnalité chat. Donc, c'est un onglet que vous utilisez déjà pour nous souhaiter le bonjour, comme David par exemple. Bonjour à vous, bienvenue. Et autre onglet à utiliser, c'est l'onglet des questions. Donc je vous invite à le privilégier pour tout ce qui va concerner vos interrogations sur la thématique du jour. C'est un espace à partir duquel on va pouvoir prioriser les réponses, puisque vous avez la possibilité de voter pour là où les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Donc d'un côté, l'espace chat, plutôt prévu pour les interactions, et de l'autre, l'espace questions pour identifier vos interrogations et nous permettre de les traiter de manière prioritaire. Donc, je vous présente aussi le quatrième et dernier geste, donc celui de la concentration, focus sur la voix des intervenants, mais aussi sur le support présentation, support que vous allez pouvoir récupérer à la fin, mais qui n'empêche pas de pouvoir être attentif tout au long de la présentation pour vous assurer une compréhension le meilleure qui soit. Alors, je vous pose une première question avant de passer à la présentation des intervenants. Je vous invite à y répondre directement dans le chat. Quelle est la qualité du son et de l'image? Ça nous permettra de savoir quelle expérience vous avez de votre côté. Parfait. Donc, pour Valérie, Anna, Cécile, Hugues. Super. Bon, bah, on est dans des conditions optimales. Je vous remercie pour vos retours. Par rapport à la question de Mounia, je vous confirme que vos micros sont bien en mute. Vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole à moins que nous, on vous fasse monter sur scène. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on utilise très peu, mais on peut le faire si vous souhaitez avoir un échange à l'oral. On a la possibilité de vous faire intervenir. Merci à vous pour vos retours. C'est une farandole de pouces qui arrive sur l'écran. Je passe la parole à Maxence pour qu'il puisse se présenter. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Maxence, je suis responsable des opérations chez Créactif. Donc Créactif qui est un organisme de formation spécialisé en création d'entreprise et on a monté aussi un organisme de formation spécialisé pour les organismes de formation et les formateurs qui souhaitent se lancer, dans cette activité. Donc bah, ça fait maintenant depuis 9 ans que je suis, chez Créactif et donc je m'occupe du développement des formations à destination des formateurs et des OF. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel, pardon, marketing et communication. C'est un support qui n'a pas été mis à jour dans sa totalité depuis quelques mois, donc fonction a légèrement évolué. Je suis présent dans l'équipe depuis un peu plus de 4 ans, donc ce qui me permet d'avoir aujourd'hui une maîtrise de l'écosystème de la formation. De par l'animation d'événements comme celui-ci avec Maxence, pour avoir une meilleure compréhension de votre quotidien, des questions que vous vous posez pour faciliter la poursuite de vos démarches. Donc, je suis heureux d'animer cette thématique qui fait partie des plus récentes, puisqu'on a plusieurs thématiques qui tournent et celle-ci est en place depuis un peu moins d'1 an avec Réactif, qui je sais importante pour vous, qui vous lancez dans l'activité de formation, qui est à la recherche de solutions pour faciliter les démarches au début, dans lequel la certification qualifiée va se présenter par la suite. Donc la présentation d'aujourd'hui va se diviser en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF pour les organismes qui ne nous connaissent pas encore aujourd'hui et en quoi on sera amené à interagir dans la poursuite de votre activité. Deuxième point sur qu'est-ce qu'un organisme de formation, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à construire aujourd'hui dans votre activité. Troisième point, comment concevoir une offre de formation, qu'est-ce qu'une offre de formation. Quatrième étape, quelles sont les étapes de la création. Et enfin, cinquième et dernière partie qui est dédiée
davantage à l'interaction. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne répondra pas à vos questions en amont. Vous avez déjà la possibilité de poser vos questions. Et en fait, ce temps d'échange servira surtout à revenir vers les questions qui n'auraient pas pu être traitées en amont. Pour entrer dans le cœur du sujet avec la présentation de ICPF, donc ICPF est un organisme certificateur. On est leader dans le domaine de la formation au travers de 3 certifications. La certification Calliope, la certification Pro qui certifie les personnes physiques, donc formateurs, consultants, concepteurs pédagogiques, et la certification ISO qui, elle, se dédie plutôt aux entreprises. Donc, nous avons actuellement 8000 certifiés, donc pour cela qu'on est leader dans le domaine. Et cette activité de formation se déroule autour de 5 piliers qui aujourd'hui font notre différence sur le marché. Le premier pilier, c'est la plateforme de certification Noé, dans laquelle on vous propose un parcours de certification digitalisé qui va simplifier vos interactions avec nous, et la capacité de pouvoir être en interaction avec nos services via un service client, le site internet, mais aussi la plateforme. Autre point qui fait notre différence, c'est la compétence technique. ICPF s'investit uniquement dans le secteur de la formation en certification qualité. Donc on ne fait que ça. Ça fait 30 ans qu'on existe. L'histoire a commencé pour répondre à un besoin d'une consultante formatrice. Et aujourd'hui, on est toujours inspiré par cette vision. Les offres de certification sont élargies, mais on continue à ne s'investir que dans ce secteur-là. Troisième point, c'est la proximité territoriale de par l'activité d'audit. Donc, on est présent à Levallois. Donc ça, c'est le siège, mais on a à disposition une équipe d'auditeurs salariés qui est présent partout en France, en région, et un réseau d'auditeurs sous-traitants qui vient renforcer cette capacité d'intervention, ce qui nous permet de vous proposer dans quasiment 100% des cas une date d'audit proche avec un auditeur qui serait à moins de 90 minutes de votre site. Alors, le quatrième point, je l'ai présenté, c'est le service client, et je termine avec le cinquième qui correspond au réseau. Donc un réseau qui est actuellement de 8000 certifiés, que vous avez la possibilité d'utiliser. C'est déjà le cas aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore certifié, puisque vous êtes présent à ce webinaire et que vous êtes en interaction avec des futurs certifiés de ICPF, peut-être même des certifiés actuels que vous avez la possibilité de rencontrer au travers d'événements comme celui-ci, ou encore d'événements physiques qu'on va organiser en région parisienne, ce qu'on appelle ICPF Networking, où vous pouvez effectuer une veille et aussi renforcer votre réseau pour trouver des opportunités de business. Alors, pour vous situer dans votre démarche de certification en formation professionnelle, je vais vous présenter l'escalier de la qualité qui vous permet de voir où vous en êtes aujourd'hui, mais aussi d'identifier ce qui sera possible d'activer demain en fonction des marches que vous aurez franchies. Donc, le point de départ aujourd'hui pour réussir en formation, c'est déjà d'avoir le statut d'acteur de la formation qui n'a peut-être pas encore obtenu la reconnaissance d'avoir le statut d'organisme déclaré avec le ministère du Travail, mais en tout cas cette volonté de vouloir effectuer cette action de formation. La première marche, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Donc, je pense que Maxence reviendra un peu plus en détail sur en quoi cela consiste. Mais pour faire simple, c'est une déclaration à faire auprès de la préfecture de votre région qui vous permet d'être reconnu par l'État en tant qu'organisme de formation et de pouvoir commencer à réaliser une activité de formation professionnelle. Le deuxième point, la deuxième marche, c'est la certification Calliope, qui est aujourd'hui un standard lorsqu'on souhaite se développer en formation professionnelle. C'est une marche qui est obligatoire pour tout ce qui va concerner l'accès au financement, mais en 2025, c'est surtout une marche qui est intéressante pour faire reconnaître la qualité de votre activité, pour mettre en valeur l'image de votre organisme et arriver à renforcer votre capacité de transformation auprès de vos stagiaires, de vos clients.
Toujours sur la marge du financement, il y a la troisième marge qui est celle du CPF, qui va être moins l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, même si Maxence va vous donner des pistes pour y accéder. Ce que je peux vous dire en tant que certificateur Calliope, c'est que dans certains cas, Calliope peut déjà vous permettre d'accéder au CPF, mais que dans d'autres, il y aura des démarches complémentaires à faire qui vont vous nécessiter de soit réaliser un partenariat ou vous faire habiliter auprès de France Compétences. Donc ça, c'est pour ce qui est des financements. Et ensuite, il y a aussi un sujet de différenciation qui va concerner l'intervenant. Donc on l'a vu au travers de la certification pro. Quelle est votre différence face à d'autres intervenants, face à d'autres formateurs qui font le même métier? Qu'est-ce qui fait de vous un acteur unique sur le marché? Est-ce que c'est plutôt votre domaine d'intervention? Est-ce que c'est plutôt une différenciation que vous avez, une expertise précise? C'est l'intérêt de la certification pro. Et ensuite, la certification ISO, soit 9001 ou 21001, qui va vous permettre de saisir davantage d'opportunités avec des entreprises grands comptes en France ou à l'international, ou même encore sur des appels d'offres. Alors, je vois qu'il y a des réponses au sondage qui a été posé. Donc, la question étant sur quelle marche de l'escalade qualité êtes-vous aujourd'hui? Donc, je vais afficher les résultats pour les personnes qui ont répondu dedans. On a aussi des réponses qui ont été formulées dans le chat directement. Alors pour ce qui est des réponses au sondage, vous avez soit une notification qui est apparue en bas à droite, soit il va falloir aller la chercher dans le menu Apps qui est aussi en bas à droite, où vous avez ensuite un accès au sondage. Donc pour l'instant, je vois que dans les résultats du sondage, on est sur une majorité de participants qui en est à la marche de la déclaration de NDA. Donc soit c'est une démarche qui est en cours, soit c'est un numéro que vous avez déjà obtenu. Donc, je vous invite à nous le préciser directement dans les résultats. Et alors, pour ce qui est ensuite des personnes qui ont répondu directement dans le chat, il y a une question de Aurore. Alors que je ne comprends pas la question. Peut-être que Maxence, tu la comprends davantage. Alors, je la vois pas. Non, tu m'as dit dans le chat Alors, ou dans le... oui, dans le chat, peut-être qu'elle a été rapportée. Elle est des deux côtés, parce que Attends, je sais. Ah oui, on là, est je suis aidé en question. de modérateurs qui sont Alice et Pierre et qui Alors, nous récupèrent, Aurore. Paul, pardon, qui nous récupèrent Alors, les questions sur le chat. attends, parce que je vois les derniers. Alors, c'est une question de Laurent. Alors, Laurent, c'est sur la Driette, c'est ça? Donc, C'est pas la ça, préfecture, parce que tout exactement. à l'heure, tu as dit la préfecture pour réaliser le NDA, mais on Oui. est auprès de c'est bien auprès de la DRITS, pour, pour le Bah NDA. après, la DRITS, qui est un service de la préfecture, donc c'est pour ça Voilà, que il y j'ai a formulé pas ça comme ça, mais en effet, c'est un peu plus précis. c'est pour ça, mais après, j'ai pas pour la question d'Aurore, je n'ai pas enfin, tu m'as dit Aurore, c'est ça? Oui, je me suis trompé parce que j'ai vu, j'avais cru voir ce OK, prénom, mais en fait, c'est dans la question de Laurent et OK, je n'avais pas donc non, compris on est bien sur la DRITS, donc qui est un service de la préfecture, pour, pour l'obtention du NDA. On a d'ailleurs des questions relatives au NDA qui sont arrivées. Euh, Alors, question de Jonathan, par exemple, en tant que concepteur pédagogique numérique indépendant, le NDA est-il nécessaire pour exercer? bah, le NDA, il va être nécessaire quand vous allez faire de la formation. Donc, si vous animez de la formation, vous devrez avoir votre NDA, si c'est votre activité, principale. Si vous avez une activité de conseil, ça peut changer, mais si vous voulez faire de la formation, il vous faudra le NDA. Et tu souhaitais compléter Alors là, je regarde les questions si est-ce que la ouais. procédure donc j'ai Garlon, qu'en est-il de la procédure simplifiée pour NDA? Bah, il y a des choses qui vont être répondues, petit à petit sur le NDA, mais concernant les micro-entreprises et EI avec peu de CA, aujourd'hui, il y a le décret qui est passé, enfin qui est cet été sur, la micro-entreprise comme quoi il y aurait pas forcément besoin, d'un premier contrat, pour pouvoir lancer les démarches. Aujourd'hui, rien n'est encore, vraiment inscrit dans le marbre. Moi, je conseille quand même d'avoir un 1er contrat, une première convention avec le client,
pour, lancer les démarches. On va dire pour éviter d'être retoqué parce qu'il y a moyen qu'ils vous le demandent, de toute façon, par la suite. Et je réponds aussi à la question de Julie avant de poursuivre sur le support. Est-ce que la procédure pour le NDA est simple ou faut-il se faire accompagner et si oui, par qui? Ça va vraiment dépendre de vous. On peut trouver un peu de tout, je pense, en termes de services en formation. Donc, vous pouvez très bien trouver quelqu'un qui va le faire à votre place. Donc, de mon côté, je n'ai jamais eu à faire la démarche, mais de ce que j'en sais, c'est la plupart des gens le font seuls. Alors, Euh, et le voilà. font seul. Après, bah, si c'est des choses qui c'est pas très complexe, on va dire que c'est la première brique, du mur, le NDA. Donc, bah, c'est bien de vous pouvez vous faire accompagner, mais c'est pas sur ça que ça va être, enfin l'accompagnement sera plutôt pour la suite qui c'est, je pense, plus pertinent. Pour le NDA, le plus important, on va le voir, juste après de toute façon, c'est d'avoir votre premier client, c'est ça qui va être, déterminant. Et alors, dernière question, celle de Valérie, qui demande si la certification pro est une spécificité de l'ICPF. La réponse est oui. Alors, ça fait 30 ans que cette certification existe. On a à peu près 1200 clients aujourd'hui qui sont sur cette certification et qui permet à une personne physique de faire reconnaître son expérience, son expertise, un domaine d'activité précis. Et ça a été créé il y a 30 ans par le fondateur du CPF pour permettre à une consultante de pouvoir décrocher un contrat avec IBM, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de démarche qualité en place pour les acteurs de la formation. Et donc, cette certification a vu le jour comme ça. Alors, on va avancer sur la présentation et parler de la thématique du jour davantage. Je vais passer la parole à Maxence sur cela. Donc, pour commencer, après avoir parlé de NDA, Maxence, lorsqu'on veut devenir organisme, c'est quoi un OF? Alors, l'organisme de formation, en fait, c'est, bah, ça va être votre structure, votre activité et en fait, vous êtes considéré comme OOF, donc organisme de formation, quand vous allez faire des actions de formation auprès d'un public d'adultes. Comme le dit sur le slide, donc en vue de favoriser les insertions professionnelles et leur évolution de carrière. Donc, si vous êtes là dans la formation d'un public d'adultes, vous êtes considéré comme un OF. Un organisme de formation, ça peut être une entreprise, une association, une société, mais ça peut être aussi un formateur indépendant. C'est-à-dire que vous êtes considéré quand même comme un OF. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes démarches à réaliser pour commencer votre activité. Après, tout dépend de votre stratégie par la suite, parce que en fait, créer son OF ou son activité de formateur indépendant, tout dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place, votre cible, les financements que vous voulez aller chercher. Donc ça, c'est vous qui déterminerez votre stratégie. On en parlera, juste après. Mais aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que même quand vous êtes formateur indépendant, vous êtes considéré comme un organisme de formation, même si vous êtes tout seul. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Quand on parle d'organisme, on s'imagine tout de suite une équipe au moins de 2 personnes. Je pense que la plupart des organismes déclarés aujourd'hui sont représentés par des indépendants. Donc, ce qui peut un peu créer parfois une confusion, je, je vous l'accorde. Alors, par rapport aux interactions que je vois là dans le chat ou encore les questions, une personne demande s'il y a un statut idéal pour créer un organisme de formation. Je vous invite aussi à pouvoir réagir à cette question, une question de Cécile. Donc, quel statut juridique avez-vous choisi? En tout cas, si vous avez déjà effectué cette première étape de choisir un statut pour qu'on puisse ensuite C'est avoir ça. une représentation de ça. On va en parler par la suite, juste pour être clair. Bah, le truc, c'est qu'il y a pas un statut, précis. Ça dépend en fait de vous, de ce que vous souhaitez faire, de votre projet, on va dire, hem, en fait, le statut juridique, c'est en fonction de, à quoi va ressembler votre activité et ce que vous espérez en faire. Le statut, ça peut être, micro-entreprise parce que pour vous, ça sera la meilleure solution, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être, une SAS, enfin tout dépend, de l'activité de chacun. Valérie indique dans le chat qu'elle a 2 statuts, donc j'imagine deux organismes, un en micro-social et un en SAS.
pense que en fonction de la stratégie, comme le dit Maxence, c'est vraiment à vous de vous poser la question sur ce que vous voulez mettre en place. Alors, en amont de cette déclaration pour obtenir le NDA, il faut déjà s'intéresser à la partie prérequis. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour devenir organisme? Alors, pour être organisme de formation ou lancer son activité de formation, moi, ce que je vous conseille, la première chose, ça va être de déclarer votre activité auprès de la DRITS, donc pour obtenir votre NDA. Donc il va falloir, donner un certain nombre de documents auprès de comment s'appelle, de la DRITS. Donc il va falloir, donner votre extrait de casier judiciaire. Il va falloir, aussi pour certaines demandes d'envoyer un programme de formation, votre premier contrat. Donc là, il y a eu le décret cet été, mais moi je vous conseille quand même d'avoir votre premier contrat, même si vous êtes en micro-entreprise pour lancer votre structure. Parce que, bah, déjà ça vous permet d'aller chercher des clients, de commencer à travailler sur votre activité. Ensuite, vous êtes amené à respecter les obligations légales. Donc, chaque année, vous devrez déclarer, un bilan pédagogique et financier. Donc ça, c'est quelque chose, qui est légal auprès des organismes de formation et donc, ça va par la suite quand vous avez créé votre NDA, donc vous devrez, on va dire, déclarer les formations que vous avez fait, et donc ça fait partie de la deuxième étape des obligations légales. Et ensuite, la dernière chose que je conseille fortement, que je recommande parce que, être certifié Calliope. Parce qu'aujourd'hui, Calliope, ça va vous servir à aller chercher des financements. Ça vous permet d'avoir une légitimité. Donc quand je parle de financement, ça passe par le CPF, ça passe par les OPCO. Donc si vous voulez travailler demain avec, des particuliers, le CPF, c'est quand même, une obligation. Et si vous souhaitez travailler en B2B, donc avec des entreprises, donc on est sur l'OPCO. L'OPCO, donc c'est les opérateurs de compétences. Donc, chaque entreprise est affiliée à un OPCO, des entreprises qui ont des salariés. Hem Et donc, c'est pour, former les salariés de ces entreprises. Bien sûr France Travail, donc France Travail qui va aussi, demander, des garanties et donc l'organisme de formation ou le formateur indépendant respecte, la qualité et donc est certifié Calliope. Et dans l'activité de créatif aujourd'hui, comment vous vous servez de la certification Calliope? Nous c'est quotidien, hein, ça permet de mettre nos process en place. Parce que, Calliope, en fait, ça vous permet de cadrer votre activité au quotidien. Donc ça permet d'avoir vos process, de savoir comment accompagner l'accompagnant d'accompagner le bénéficiaire, donc l'apprenant, de A à Z. Du moment où vous avez votre première prise de contact avec lui, donc le mettre au courant de ce que vous proposez, jusqu'à, la satisfaction finale et de savoir si la formation a eu un impact, sur son activité, enfin sur, ses objectifs et sur ce qu'il souhaitait faire. Donc aujourd'hui Calliope c'est quotidien. C'est des choses, c'est des process, donc au début ça peut paraître un peu lourd, mais dès que vous avez mis les process en place, vous allez comprendre que ça devient tout de suite plus simple et que, ça permet d'avoir vraiment cette qualité et bah, de pouvoir être cadré, en fait, dans son activité et ça, c'est important, quand on lance une entreprise, c'est vraiment d'avoir un cadre, pour son activité. Mmh. On a, encore plusieurs questions sur la partie du NDA. Je pense qu'on c'est important de les traiter avant d'aller plus loin sur la démarche. Une question notamment de Julie qui demande si pour le NDA, il y a un formulaire type et si oui, où le trouver? Alors, Alors c'était posé à 14h18. Alors peut-être que Maxence pourra compléter, mais pour la partie du tu NDA, vous avez c'est sur la plateforme, Mon activité de formation, sur laquelle, vous pourrez trouver l'accès. Et donc c'est un formulaire à compléter dans lequel vous avez des pièces à ajouter et donc ça se passe sur le site, du gouvernement, ministère du Travail pour, effectuer cette démarche. et de la question que tu y as répondu, pardon, je la cherchais, donc j'ai pas entendu, le C'est la question de Julie. Pour le NDA, y a-t-il un formulaire ce type et si oui, où le trouver? d'accord. Donc, là, il faut directement vous passer par la DRIETS. Vous pouvez directement et vous aurez,
comment dire, la possibilité de faire la démarche directement sur le site de l'Adriette, avec les pièces qu'ils vous demanderont. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Soit on se rend sur le site de l'Adriette, soit on part directement sur mon compte formation, enfin, mon activité de formation. C'est deux possibilités. Exact. En fait, l'Adriette envoie Ok, vers mon activité formation. ok. Euh, on va reprendre le support. Merci Maxence pour la réponse. Donc, en parlant d'organismes de formation, quelle est la situation aujourd'hui sur ce secteur sur le C'est un, plan s- professionnel? c'est un secteur qui évolue pas mal. Donc on a, je crois que j'avais regardé dernièrement, on a plus de 200 OF qui se créent par mois. Donc c'est quand même assez, significatif. Hem, Après il y en a qui disparaissent aussi, mais on est, en 2023, il y avait un chiffre qui était de 128 000, organismes de formation. Et on a aujourd'hui 44 000 de ces organismes qui sont certifiés Qualiopi. Donc 1 sur 3, quand même. J'avais vu une question, qui disait que: «Est-ce que Qualiopi est obligatoire pour le B2B?» Bah, si vous allez toucher, les financements des entreprises, oui, Qualiopi est obligatoire et ça sera comment dire? Un atout, dans votre démarche commerciale. Donc, donc voilà, le volume d'OF, il augmente. Il y a de plus en plus, d'organismes de formation. Il y en a de plus en plus aussi, bah, qui passent par Qualiopi parce que, bah, c'est devenu, de plus en plus nécessaire. Enfin, Thomas pourra l'appuyer. Hem, il y a beaucoup de formations aussi qui se déroulent de plus en plus à distance. Donc ça aussi, c'est, le secteur de la formation. Après, il faut être prudent avec ces choses-là parce que l'État, veut réguler un peu la chose et pour repasser, enfin, a une tendance à vouloir repasser vers le présentiel, avec des prises en charge moins importantes pour tout ce qui se passe en visioconférence ou en e-learning. Donc à bien regarder le marché de la formation parce que c'est un marché qui évolue, assez vite. Hem, Aujourd'hui, il y a différents types, d'organismes de formation. Comme je l'ai dit, donc il y a les OF, qui sont surprésentés, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits OF et d'indépendants. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on va considérer un OF qui a plusieurs salariés qui va être, comment dire? Chez Acto. Acto qui est un opérateur de compétences. Donc souvent, les entreprises qui ont un OPCO, elles sont avec plusieurs salariés. Parce que, bah, c'est un moment où vous pouvez proposer des formations à vos entreprises. Aujourd'hui, il existe que 12 000 OF qui sont chez Acto. C'est-à-dire que tout le reste des OF sont des petites entreprises ou des indépendants. Donc c'est pour vous dire que ça représente quand même pas mal de monde. Là, on peut voir que, hem, sur le chiffre d'affaires des OF de petite taille, on est souvent entre 50 à 150 K, enfin 1 000 € pardon, et sur les indépendants, on est entre 20 000 et 60 000 € par an. Donc, avec, presque 29 milliards d'euros réalisés en 2023 par rapport à 2022. Donc, on est sur une augmentation donc, du chiffre d'affaires. Donc, à voir. Après, c'est un monde le marché de la formation évolue quand même beaucoup. Les thématiques qui sont les plus représentées, donc, le numérique, l'informatique, notamment avec l'IA qui commence à prendre de plus en plus de place, dans les formations. Le développement personnel et tout ce qui est lié à la transition écologique et la RSE. On a une question de Valérie qui demande si le présentiel et le distanciel sont pris en compte hors e-learning ou vidéo en ligne. Pris en compte dans quel sens, pris en compte dans des financements? C'est ça ou? Alors, j'ai pas la précision. Il faudrait apporter le lien. Oui, financement. Dans les financements, donc là, en fonction de vous allez voir, selon le financement que vous avez utilisé, si vous passez par l'OPCO, certains OPCO vont avoir des critères. Ils vont vous dire, bon, bah, ils prennent, tant en charge sur de la visioconférence ou du présentiel, ce qu'on va appeler, du synchrone, en fait, et l'asynchrone. Donc en fonction des financements, il peut y avoir des différences entre les OPCO. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, de la formation synchrone qui sera pris en charge à tel montant et de la formation asynchrone qui sera pris en charge à un autre montant.
Donc ça, c'est à vérifier avec chaque comme financeur. Aujourd'hui, sur le CPF, pour l'instant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, 1 heure est 1 heure de formation, que ça soit en e-learning ou en présentiel ou en visioconférence. Mais comme je vous ai dit, le marché évolue beaucoup, donc ça pourra changer, d'ici peu. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez flexible quand vous rentrez dans le domaine de la formation. Alors, on va passer à la troisième partie de ce webinaire sur la conception de l'offre de formation en fonction de où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours. C'est, je pense, une question qui est à se poser, puisqu'il y a certaines étapes à respecter, en tout cas se poser les bonnes questions pour le faire. Mais déjà, une question pour vous, quel type de formation souhaitez-vous proposer pour ensuite avancer sur la suite de cette construction? Je vous invite à répondre directement depuis le chat pour qu'on puisse commenter. Et je laisse Maxence présenter la suite, en l'occurrence sur l'importance du positionnement. Ouais, donc c'est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Donc le but, c'est de pouvoir faire la différence, auprès de vos prospects, partenaires. Avoir Calliope, ça peut être une différence auprès des prospects et de vos partenaires déjà. Mais en fait, il va falloir réfléchir à votre offre globale et ce que vous voulez proposer. Donc, si on n'a pas de positionnement clair, en fait, vous allez proposer la même chose que tout le monde. Vous allez attirer des clients peu qualifiés. Donc ça va être de plus en plus compliqué de signer un client, on va dire, que quand il est peu qualifié, hein. Je parle pas de son niveau d'études, hein, quand je dis peu qualifié, je parle, de du fait qu'il sera pas chaud, pour, souscrire un contrat avec vous. Donc c'est pour ça qu'il faut que votre offre, elle soit claire. Vous allez peiner à justifier vos tarifs parce que, si votre offre, elle est pas claire et qu'elle est un peu comme tout le monde, ça va être la course aux tarifs, et donc c'est celui qui proposera le tarif, le plus avantageux pour, le client qui gagnera. Mm. Et aussi, vous allez courir un peu sur toutes les opportunités, donc vous allez avoir des demandes, mais il va y en avoir peut-être, pas mal et vous n'arriverez pas à y répondre parce que en face, vous aurez des organismes de formation qui auront une offre plus claire, plus ciblée. Donc aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est de cibler un public précis. Donc vous êtes spécialiste, vous avez une compétence, une expertise, essayez de spécialiser votre activité. Donc, surtout, dans la formation, on cherche toujours à avoir, le formateur le plus compétent ou l'OF qui est plus spécialisé pour se former. Segmenter exactement. Mm. Construisez une offre cohérente. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes au début, déjà, privilégiez la simplicité, hein. C'est toujours, pareil, plus votre offre elle est simple, plus ça sera simple pour le client de la comprendre. Vous démarquez face à la concurrence, donc étudiez votre marché, essayez de regarder ce que font les autres, les sociétés qui vous ressemblent et de voir comment vous pouvez, proposer quelque chose en plus, qui ne vous coûtera pas forcément plus d'argent. Et aussi, vendez au juste prix. Souvent quand on est formateur, surtout quand on se lance en tant qu'indépendant, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. Et donc on se dit: «Bah non, mais mes prix ils sont trop chers, je vaux pas ce tarif-là». Ça, c'est quelque chose qui arrive au quotidien, chez les personnes qui créent leur activité, notamment, dans la formation. Non, votre activité, si ça convient pas au client, c'est que c'est pas forcément la bonne cible. Il faut pas toujours vous dire que c'est vous le problème parce que vous êtes trop cher. C'est que vous n'avez pas touché la bonne cible. Hem, voilà pour ce qui est du positionnement. Mm. Pour se positionner, donc on va utiliser un outil. Oui, Heu, je vais faire la transition juste après. On a déjà une représentation des secteurs dans lesquels évoluent les participants. Alors, on a très peu de points communs, si ce n'est Cécile et une autre participante, que je n'ai plus le prénom sous les yeux, qui sont toutes les deux, et Juliette dans le bilan de compétences, Valérie qui est dans la transition numérique et l'IA, Bertrand, formation hybride, donc management, relations clients, soft skills, David plutôt dans le domaine de la transition énergétique, Sylvie sur le secteur de la maltraitance infantile et d'autres encore secteurs. Donc on voit que c'est assez hétérogène.
Donc je te laisse poursuivre, Maxence, sur le modèle que tu proposes et qui en fait va correspondre à chacun d'entre vous pour faciliter la suite. Alors ça, c'est quelque chose d'assez connu, donc le business model Canva. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu. N'hésitez pas de dire si vous l'avez déjà, vu. C'est, quelque chose qui va vous permettre de structurer, on va dire, votre activité, et de passer par tous les points importants, dans votre activité. Donc que ça soit à quoi ressemble votre client, quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec votre client, les canaux de distribution de votre service, quelle est votre proposition de valeur. Donc ça, c'est ce qui se retrouve au milieu du tableau, ça va être le point le plus important, hein. Vous pouvez voir, hein, le proposition de valeur, le client, et les partenaires clés sont les cases les plus conséquentes. Donc c'est les cases qui vont vraiment faire, votre activité. La proposition de valeur, bah, c'est ce que vous allez vendre et ce que je vous disais, c'est qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Qu'est-ce qui va créer de la valeur pour votre client? Pourquoi votre client va faire appel à vous? Donc ça, c'est le point le plus important. L'activité clé, les ressources clés, les partenaires clés et ensuite vous allez avoir les coûts et les revenus. Donc de savoir qu'est-ce qui va vous coûter de l'argent et qu'est-ce qui va vous en rapporter. Je propose donc ça, c'est le document, vous pouvez le trouver sur internet, hein, c'est quelque chose d'assez facile à trouver et vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le commencer à le remplir. Ça vous permettra d'avancer petit à petit. Je vais détailler un petit peu plus dans la slide, d'après rapidement, heu, ce que vous devez faire. Donc quand on parle de segment de clients, à qui vous adressez, donc là, le but, c'est de vraiment faire, votre persona client, en fait. Donc, le persona, c'est, décrire votre client, à quoi il ressemble. Votre client, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il aime? À quoi il ressemble, en fait? Si vous deviez faire si vous étiez profiler, dans la police, à quoi ressemblerait, l'individu à aller chercher? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire, vous, en tant qu'entreprise, pour pouvoir, cibler et pouvoir apporter une réponse la plus précise possible. La proposition de valeur, ça va avec le client, hein. C'est toujours, quelle est votre expertise? Par exemple, vous allez, proposer des programmes de formation plus flexibles, donc ça va jouer sur le format, ça va être des contenus plus personnalisés ou ça va être sur, le fait que vous ayez une expertise qui soit très reconnue dans un domaine. C'est des choses qui peuvent faire la différence. Donc les canaux, comment toucher vos clients? Donc est-ce que c'est par des partenariats? Est-ce que c'est par du marketing digital? Est-ce que c'est parce que vous allez écrire un livre, par exemple, et réussir à générer des prospects avec ce livre? Hem, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là, ce sont des exemples, bien sûr, mais des manières de se référencer, par exemple, chez Pôle emploi, d'avoir Calliope pour être référencé après sur le compte formation. Donc c'est de répondre à un appel d'offres, d'un opérateur de compétences, et de pouvoir être référencé après sur le site de l'opérateur de compétences. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous réfléchissiez et qui vont être, nécessaires pour développer votre activité. Ensuite, la relation avec client, comment vous allez créer du lien avec ce client? Donc ça passe par des supports, personnalisés, dynamiques, mettre en place une communauté d'apprenants, mettre en place des feedbacks réguliers, vraiment travailler sur cette relation client pour qu'ils se disent: «OK, c'est quelqu'un qui prend soin de ses clients, en fait». Hem, donc ça, c'est très important aussi. Donc comment vous allez prendre soin de vos clients? Parce que, un client qui est content, c'est un client qui vous recommande. Et donc, la recommandation, c'est, des frais que vous n'avez pas, mis dans le marketing. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui vous recommande, vous n'allez pas payer pour Instagram, pour de la publicité et donc, ça permet de faire quand même, des économies. Donc voilà la réflexion que vous devez mettre en place et après, les sources de revenus, comment vous allez, gagner de l'argent? Hem et donc là, il y a des milliers de possibilités. Donc, en source de revenus, vous allez dire: «Je propose, du paiement en fonds propres». Il peut-être qu'il faudra proposer un paiement en 10 fois sans frais. Moi, je veux être référencé sur le CPF, donc ça sera aussi une manière d'avoir des revenus. Moi, je vais répondre à un appel d'offres, et donc ça me permettra d'avoir des revenus, récurrents, de faire des abonnements pour accéder à mes contenus de formation. Là, c'est vraiment comment vous allez gagner de l'argent.
On a une question de la part de Sophie, qui est en lien avec ce que tu disais sur une stratégie qui serait de se faire référencer auprès de France Travail. Elle souhaite savoir comment réussir à être référencé auprès d'eux? Alors, se référencer auprès de France Travail, il y a une plateforme qui s'appelle, Carry4F. Carry4F, je peux peut-être l'écrire, quelque chose ou vous donner un lien, Ouais, je sais pas si c'est ouais, tu peux faire les 2, soit je le peux mettre dans lien, le soit chat? ouais, le chat, tu peux l'envoyer. Carry4F. Hem, Carry4F, c'est là où vous allez pouvoir, où on va trouver tout le catalogue de France Travail. Et ensuite, il y a un site qui s'appelle Dokelio. Donc Dokelio, vous avez de la chance, hein. Dokelio, ils ont évolué leur plateforme. Donc c'est la plateforme où vous allez saisir vos actions, pour France Travail. Et donc Dokelio, avant, le site était très compliqué. Très, très compliqué. Ils ont refait toute une plateforme. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous arrivez au bon moment, j'ai envie de dire. Donc ça, ce sont des plateformes qui vous permettent de mettre en lien avec, en fait, vous saisissez vos offres sur Dokelio et ensuite elles sont publiées sur Carry4F. Et sur Carry4F, c'est là que vous apparaîtrez dans le, catalogue France Travail. Alors, autre question sur, l'aspect du référencement. Valérie demande pour, ce qui est du CPF. Difficile paraît-il, est-ce vrai? Heu, Être, éligible au CPF, alors c'est pas forcément difficile, c'est long. Il faut s'armer de patience. J'en parlerai un petit peu, enfin, à la fin de cette Vers la fin, présentation oui. parce que c'est un sujet. Hem, Nous, enfin, comme je l'ai dit, on a créé un nouvel, organisme de formation qui s'appelle Lab des formateurs, donc qui est dédié aux formations de formateurs. Donc on a dû créer un nouvel organisme de formation, avoir Calliope. Calliope, tout ça s'est très bien passé et quand il a fallu se référencer sur EDOF, donc qui est, la plateforme des organismes de formation, sur le CPF, là, bah, ça prend du temps. Parce qu'il y a pas mal d'allers-retours et donc on a quand même mis 6 mois. Mmh. Donc faut prendre ce délai en compte parce que quand on commence, on n'a pas l'impression que ça va être, aussi long. Mais, quand vous dites, bah, vous mettez 6 mois pour être référencé sur le CPF, hem, alors après tout dépend, hein, théoriquement, ils vous disent 2-3 mois. Mais il y a toujours un aller-retour, c'est-à-dire ils vous disent qu'il y a quelque chose il y a une virgule qui est mal placée. Et donc si la virgule elle est mal placée et ben ils vous redemandent de tout recommencer. Et donc si vous recommencez tout, bah, ça rallonge encore les délais de 2 mois. Mmh. Donc vaut mieux réussir du 1er coup. Faut mieux réussir du premier coup. C'est pour ça Mmh. qu'il faut pas faut sur toutes ces démarches-là que je vous ai présentées, il faut pas hésiter à se faire accompagner. Nous, je sais qu'on forme, sur tous ces aspects-là. Donc que ça soit sur, la structuration de votre offre, mais, sur, les démarches, à mettre en place. Heu, donc voilà. Alors on repasse sur le support, Ouais. Maxence, pour la partie, Business Alors ça, Canva. c'est Il reste, des éléments. l'autre partie du tableau, oui. Merci Thomas. Donc là, les ressources clés. Donc quelles sont vos forces et outils internes? Donc est-ce que vous avez un LMS, pointu? Est-ce que vous avez des experts qui travaillent avec vous, sur les formations? Est-ce que vous avez, comment dire? Vous avez besoin de salles de formation pour exercer? Donc ça, c'est des choses bah, qu'il faut lister parce que ça permet aussi, d'estimer vos coûts par la suite. Les activités clés, qu'est-ce que vous allez faire dans votre formation? Dans votre, OF, donc il y a le, développement des cours, donc la production, la pédagogie. Va aussi y avoir tout ce qui est marketing, acquisition d'apprenants, hem et tout ce qui va être administration. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vous dire quand vous créez votre boîte, c'est-à-dire que vous ne serez pas que formateur. C'est-à-dire qu'il faudra, être formateur, si vous êtes tout seul, commercial, marketeur ou faire appel à des personnes. Donc ça peut faire partie des ressources clés, d'avoir des freelances qui travaillent sur votre communication, par exemple. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont et donc cette petite matrice Canva, va vous permettre de réfléchir et de poser des choses. Les partenaires clés, est-ce que vous travaillez avec des institutions académiques? Est-ce que vous avez des technologies qui sont partenaires avec vous? Je sais pas, vous travaillez avec,
une plateforme bancaire qui vous permet d'avoir des conditions de paiement facilitées pour vos apprenants? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises parce que vous avez un carnet d'adresses et donc ça vous permet d'avoir des entreprises qui travaillent avec vous, pour vous? Donc c'est des choses qu'il faut aussi énumérer, de voir qu'est-ce qui peut représenter un avantage pour votre activité. Structure des coûts. Donc quelles sont vos charges principales? Là, ça vous permet déjà de se dire: «OK, il y avait qu'est-ce qui me rapporte de l'argent?» et en face, bah, qu'est-ce qui va me coûter de l'argent? Ah bah, j'ai besoin de salle de formation, OK, combien ça coûte une salle de formation au mois? Ah bah, j'ai besoin d'avoir un site internet ou un LMS, OK, combien ça coûte, ce LMS? Donc là, ça permet de détailler, on va dire, les gros postes de dépenses et après ça vous permettra de faire votre business plan dans un second temps. On va maintenant passer à la partie, des étapes de la création. Une fois qu'on a rassemblé toutes ces informations pour, y voir plus clair sur, les étapes à cocher pour, aller de l'avant. Donc avant d'y passer, je te propose de parler des résultats du sondage, qui a été diffusé, au début de la partie. Donc où en êtes-vous dans la création de votre organisme? On a une majorité de participants qui en sont à la construction du programme de formation, donc 29 des participants. 25 qui en est à l'obtention du NDA, 21 plus, avancé dans le parcours, donc qui en est notamment au référencement sur Mon Compte Formation et ensuite 12 sur la création de l'entité juridique et l'obtention de la certification Qualiopi. OK, donc on peut voir que, hem, comment dire? Il y a une augmentation sur la construction enfin que la majorité des personnes sont sur la construction du programme et l'obtention du NDA et bah, le référencement sur le compte formation. Donc on va surtout aborder tous ces sujets-là. Pour ce qui est, des 5 étapes pour créer votre organisme de formation, donc la base, c'est de créer une entité juridique. Donc c'est d'avoir un statut juridique. Donc on ira rapidement sur les différents statuts qui existent. Ensuite, bah, ça va être de construire son programme de formation et de mettre en place son offre, hein, parce que, bah, sans ça, vous ne pourrez pas proposer et avoir des clients et sans offre, bah, vous ne pourrez pas obtenir de NDA. Ensuite, le NDA, donc on en a parlé déjà pas mal, donc ce qui va permettre de passer à l'étape suivante qui est l'obtention de la certification Qualiopi et ensuite être référencé sur le compte formation. Donc aujourd'hui, la micro-entreprise, c'est un statut qui est très, enfin on va dire qui est très représenté, dans les OF, parce que, bah, pour démarrer seul, c'est quand même, bien. Les démarches sont rapides, la gestion elle est allégée, donc après c'est en fonction des limitations de chiffre d'affaires. Donc il faudra voir, si vous pensez que vous ne dépassez pas les plafonds, vous pouvez rester en micro-entreprise. Si vous savez que vous allez dépasser les plafonds, donc imaginons que vous créez votre micro-entreprise et que vous savez que dans 1 an, vous allez dépasser les plafonds parce que, bah, vous avez déjà potentiellement des clients qui sont prêts à vous suivre et à travailler avec vous, bah, la micro-entreprise ne sera pas forcément pertinent. Surtout Surtout si, vous mettez toutes vos démarches qui est, bah, le NDA, Qualiopi, enfin toutes ces choses-là, donc c'est parce que si tu me dis si je me trompe Thomas, mais Qualiopi, si on change de statut, on doit le repasser. Si Bah, je ça dépend des cas. Ce qui ne va pas impliquer de repasser la certification, c'est quand, l'organisme va pouvoir apporter la preuve que ça implique pas de changement dans l'organisation de l'activité de formation. Si, l'organisme passe du statut micro à SAS, mais qu'en fait, ça reste une seule personne qui est organisée de la même façon, là, ce sera, une modification de certificat, mais il n'y OK. aura pas besoin de repasser, par l'audit. Mais ça rejoint la question de Françoise qui se demande s'il vaut mieux rester en micro-entreprise pour, passer la certification Qualiopi. Donc du point de vue du certificateur, il y a, je pense, il y a pas de bon ou de mauvais, statut, puisque ça va plutôt concerner en fait, votre gestion, financière. Mais du point de vue de Qualiopi, il n'y a pas de différence. Mmh. Et Qualiopi va être de plus en plus une référence de toute façon, bah, quel que soit le type d'entreprise. Donc Mmh. aujourd'hui, il y a un petit peu plus de comment ça s'appelle?
Pour le statut de micro-entreprise, il y a un peu plus de tolérance, on va dire, mais les OF sont de plus en plus demandent à leurs formateurs, d'avoir Calliope. Enfin, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Nous, on le fait, quotidiennement. Hem, voilà pour le statut de la micro. Hem, Alors, on a j Garlon qui précise, que la micro-entreprise n'est pas un statut, mais un régime spécifique de l'entreprise individuelle. Merci pour ces précisions. Ouais, Hem, c'est vrai qu'on en parle souvent comme statut. Donc les différents statuts, et c'est écrit comme heu, ça en plus sur cette slide, donc je mmh, voulais anticiper la réponse. donc là, vous avez différents statuts, donc l'entreprise individuelle, le URL, la SARL, la SASU, la SAS, l'association. Hem, je vais pas forcément, rentrer dans le détail parce que comme je vous ai dit, les statuts juridiques, c'est propre à chacun et à ce que vous souhaitez faire de votre activité. Ce que je peux vous proposer normalement, Thomas vous enverra le slide, j'imagine, à la fin de la présentation. Oui, tout à fait. Vous avez un outil, qui vous permet d'être orienté sur votre statut juridique. Donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer directement dans le slide et vous serez basculé sur notre outil, qui vous permet déjà de vous donner une première tendance sur le statut à choisir, en vous posant une quinzaine de questions, concernant votre future activité. Alors on a, alors c'est peut-être pas le bon moment pour poser la question, on viendra dessus après. Je te laisse, je te laisse poursuivre, Maxence. Donc après avoir votre statut juridique, il va falloir construire votre programme de formation. Donc un programme de formation, il va falloir que vous définissiez vos objectifs pédagogiques, le public cible, les éventuels prérequis, de votre public, la durée, la modalité, pédagogique. Donc est-ce que vous le faites en présentiel, en distanciel? Est-ce que c'est du synchrone, de l'asynchrone? Est-ce que c'est, du e-learning? Donc ça, c'est à vous de le déterminer. Le contenu structuré, donc qu'est-ce que vous allez proposer dans cette formation? Et les méthodes d'animation et d'évaluation que vous allez mettre en place. Donc les documents indispensables à préparer, c'est, programme de formation complet, un modèle de devis, de contrat ou de convention de formation, votre, règlement intérieur aussi, et les supports pédagogiques et les outils utilisés en formation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, je dirais que c'est le kit pour bien commencer. Parce qu'un programme de formation, c'est quand même, ça va déterminer beaucoup de choses, hein, parce que qui dit programme dit déroulé pédagogique, dit contenu, dit ensuite, votre animation, ce que vous allez proposer, lors de vos séances avec vos apprenants. Mmh. Et c'est surtout là, je pense aussi, à la certification Calliope dans le sens, de l'audit. Dans le parcours de votre client, c'est la première étape. Si déjà votre programme de formation, n'est pas bien établi, c'est une première étape sur laquelle votre client va pas bien comprendre ce que vous lui proposez et si votre prestation va répondre aux besoins qu'il veut vous présenter. Et une fois cette étape faite, donc vous passez, à l'étape, de l'obtention du NDA. Est-ce qu'il y a des éléments à repréciser sur lesquels on est déjà intervenu, Maxence? Alors là, on va le préciser, plus spécifiquement, j'en ai dit un peu tout au début. Donc pour votre NDA, vous devez avoir, le justificatif d'immatriculation de l'entreprise, donc montrer que vous avez, votre justificatif. Donc ils peuvent vous demander soit le CABIS, soit je crois que vous pouvez aller sur le site, de l'INSEE. Je crois c'est précisé quand vous faites la démarche, ils vous le disent où trouver les documents de toute façon. Vous devez avoir votre bulletin numéro 3 du casier judiciaire, une première convention, un contrat de formation, professionnel signé par les 2 parties. Donc comme je vous ai dit, il y a eu un décret cet été, sur ce qui concerne la micro-entreprise. À voir. Moi, je vous conseille d'avoir ce contrat de toute façon. Hem, le contenu des actions, l'organisation, le moyen technique pédagogique, donc votre programme en fait, parce qu'ils peuvent vous le demander, et les listes des formateurs intervenants lors de l'action de formation. Donc si ce n'est pas vous qui formez, d'avoir la liste des formateurs qui vont intervenir sur vos formations. Hem, si l'organisme est une personne morale et qui dispense des actions de formation par apprentissage, il faudra montrer, la copie des statuts,
de la société. Et parfois, on peut vous demander aussi un justificatif de domiciliation. Donc ça aussi, attention parce que, le NDA, nous, on y a été confrontés. Le chef d'entreprise habite, à Annecy, mais l'organisme de formation, est sur Paris. La personne de l'adresse ne comprenait pas, comment c'était possible que, le chef d'entreprise habite Annecy et qu'il ait une entreprise à Paris. Et donc ça a fait quand même plusieurs allers-retours et ça, comment dire? Ça a perdu du temps et on a encore perdu 15 jours, sur, l'obtention du NDA. Ensuite, donc, on parle de l'étape de la certification Calliope, donc l'étape 4. Cette certification que ICPF propose en tant qu'organisme certificateur, c'est un standard en formation professionnelle. C'est ce qui vous permet aujourd'hui. On a parlé de financement, c'est l'un des bénéfices principaux, c'est de pouvoir permettre à vos clients d'utiliser leur fonds de formation auprès de l'OPCO. Si vous êtes plutôt sur un marché de particulier avec le CPF, France Travail pour ce qui va être des demandes d'emploi, ou encore avec les régions. Il y a plein de dispositifs qui existent et qui pourront vous permettre de développer la partie financière de votre organisme, mais c'est aussi un avantage pour l'image de votre organisme. C'est une référence que vont rechercher vos futurs clients. C'est une marque qui les rassure et donc vous mettre à ce niveau en termes de qualité, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous différencier de ceux qui ne l'ont pas et de rassurer vos futurs clients. Donc Calliope, c'est un référentiel basé sur 7 critères. 7 critères qui sont organisés de la même manière que le parcours de vos apprenants. J'ai parlé tout à l'heure de la première étape qui est de votre manière de communiquer sur votre offre. Ça, c'est le premier critère de la certification. Et ensuite, plus on avance dans le référentiel et plus on suit le parcours de votre client. Et en fait, c'est ce que permet de faire la certification Calliope, c'est de vous proposer une structure qui correspond au parcours de vos apprenants et de cocher des standards qualité pour vous assurer que l'activité est sous contrôle et qu'elle correspond aux attendus du ministère du Travail. Donc, il y a eu des questions dans ce sens dans le chat. Je vais y répondre dans les slides à venir. Pour ce qui est du coût de la certification notamment, le coût va dépendre de l'activité de votre organisme. Ça fonctionne par palier, qui est un palier qui est calculé en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez, en fonction du nombre de catégories que vous voulez demander au périmètre de certification, puisque vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Ça dépend aussi du nombre de sites que vous avez. Maxence indique que le dirigeant est présent à Annecy. Peut-être qu'il y a une activité à Annecy. Je sais qu'ils ont aussi des bureaux à Paris. Donc, ça va vraiment dépendre de tout ça en fonction du volume de l'activité de formation. En tout cas, de manière générale, l'audit Calliope, c'est un jour. Donc, c'est une journée pendant laquelle vous avez échangé avec l'auditeur. Et donc, c'est un échange, des questions, des réponses avec à l'appui des documents pour justifier du niveau de qualité de votre activité de formation. Pour ce qui est du parcours de certification, donc il est en 5 étapes. Ça va démarrer par une demande de certification depuis notre plateforme de certification Noé. Donc c'est un formulaire en 5 étapes dans lesquelles vous allez compléter des informations sur ce que je vous viens de vous indiquer, hein, le chiffre d'affaires, le nombre de sites, l'adresse, la date que vous souhaitez, le nombre de catégories que vous souhaitez. Et à la fin de ce formulaire, donc vous allez recevoir une proposition dans laquelle vous allez avoir un budget. Donc, en moyenne, Calliope, pour un organisme, c'est à partir de 1 190 €. Donc là, on parle de l'audit initial qui vous permet d'obtenir la certification. Une fois que vous avez reçu cette proposition, donc vous pouvez la signer depuis la plateforme. Et une fois qu'elle est validée, là, vous entrez dans l'étape de la préparation où votre objectif, c'est de pouvoir indicateur par indicateur, décrire comment votre activité s'organise pour répondre au référentiel Calliope. Donc, il y a des options qui existent.
Avec Noé, par exemple, vous pouvez avoir une option qui vous offre un espace documentaire pour enregistrer vos documents et les réutiliser pendant l'audit. Vous pouvez aussi faire un pré-audit, donc c'est un entraînement, un audit à blanc avant l'audit qui vous permet de voir s'il y a des améliorations à apporter en amont de l'audit initial. Et après cette préparation, une fois que vous êtes prêt, vous entrez donc sur l'étape de l'audit, celui qui va avoir cette fois-ci un impact sur la certification. Donc là, votre objectif, c'est dans cette journée, avec l'auditeur, de lui présenter l'ensemble des preuves qui vont déterminer la conformité. Donc dans cette étape-là, il n'y a pas d'échec. L'audit, c'est fait pour identifier des non-conformités. Ça arrive tous les jours et c'est l'intérêt justement de l'audit. Donc de vouloir avoir 0 non-conformité en audit initial, surveillance ou renouvellement, je sais que c'est un objectif que de nombreux organismes se fixent, mais la réglementation prévoit de pouvoir avoir des non-conformités et de les traiter à la suite de cette journée. Donc, les personnes qui échouent à la certification, c'est des personnes qui abandonnent, généralement par des changements stratégiques et qui se disent: «OK, bon, bah, finalement, je pense que Calliope, c'est pas fait pour moi, donc je vais arrêter là». Mais quand on se fixe l'idée de l'avoir, il n'y a pas de cas où on n'y arrive pas. Une fois que l'audit est fait, donc vous arrivez à l'étape 5, celle de la certification. Et donc, c'est le moment, c'est la victoire pour vous, hein. C'est un moment qui va, vous allez vous en souvenir, puisque vous allez recevoir le certificat qui va être téléchargeable sur notre plateforme. Vous allez pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous nous mentionnez quand vous le recevez. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir entamer les autres démarches, comme être référencé auprès des financeurs. On a parlé tout à l'heure de France Travail, on a parlé du CPF. C'est des choses qui sont possibles une fois que vous allez entrer sur cette étape 5 pour permettre à vos clients d'accéder au financement, puisqu'on en a parlé. Je te rends la parole, Maxence, pour la suite de la démarche, notamment sur ce qui est de mon compte formation, puisque une fois que Calliope est obtenu, il y a des étapes complémentaires à Mmh. effectuer. Alors, vous avez obtenu votre NDA, vous avez obtenu Calliope, vous avez maintenant, votre référencement sur le compte formation. Alors, sachez que pour être référencé sur le compte formation, il faut que vos formations soient certifiantes. Donc, il faut que vous soyez habilité par un certificateur à pouvoir délivrer cette formation. Et il y a Donc une différence on a fait un webinaire la semaine dernière sur le ouais. sujet, bien faire la différence entre organisme certificateur qualité, ça c'est ICPF, qui va vous délivrer la certification Calliope, et organisme certificateur professionnel, et là c'est ce que présente Maxence, Mmh. qui va vous permettre d'avoir un partenariat pour accéder à la plateforme EDOF. En fait, pour compléter ce que dit Thomas, donc Calliope, c'est pour montrer que vous avez la qualité, que vous savez structurer, que vous avez toute la démarche au sein de votre organisme pour réaliser une mission. Et tout ce qui est habilitation, certification, on va dire professionnelle, compétences, c'est vous avez les compétences pour pouvoir traiter un sujet. Traiter un sujet et pouvoir certifier dessus. Mm. Par exemple, une certification, un bac plus, enfin, je ne sais pas vous connaissez le répertoire spécifique ou le RNCP. Donc, c'est les 2 répertoires qui existent chez France Compétences. Donc, France Compétences qui va rassembler toutes les certifications et diplômes. Et en fait, vous devez être habilité sur une certification ou un diplôme pour pouvoir être fait référencer sur EDOF. Donc, en amont de faire votre démarche auprès des DOF, donc la plateforme des organismes de formation, il va falloir que vous alliez voir un certificateur. Par exemple, Créactif est un certificateur sur la création d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a notre propre certification sur la création d'entreprise. Et donc, on va vous habiliter à dire, bah, on vous autorise à utiliser cette certification pour former vos élèves. Et donc ça, c'est une preuve que vous devrez donner à EDOF, au compte formation. Donc en fait, un partenariat, une convention sur le fait d'être habilité à certifier des personnes sur un sujet. Donc ça, c'est pour commencer, je vous conseille de trouver des certifications que des personnes ont déjà. Donc pour ça, vous allez sur le site de France Compétences, vous tapez le sujet où vous avez votre expertise et vous allez voir s'il y a des certifications qui correspondent à ce sujet.
Vous pouvez aussi déposer vos propres certifications, mais c'est un travail qui dure 1 année à peu près. Voilà, France Compétences va mettre beaucoup de temps à vous répondre. Donc pour commencer une activité, je vous le conseille pas. Je vous conseille de passer par un certificateur et le certificateur, en fait, à chaque fois que vous aurez un stagiaire qui, prendra un contrat chez vous, bah, il prendra une commission sur, cette formation. Donc c'est aussi à prendre en compte dans votre business model. C'est-à-dire que, par exemple, nous sur la création d'entreprise, chaque personne qui, chaque organisme de formation qui utilise notre certification, on va, à chaque fois qu'il fait entrer un élève en formation, facturer 150 €. Donc c'est à prendre en compte dans les tarifs. Donc ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément au début quand on crée son OF, mais c'est des choses qui sont nécessaires parce que, bah, ça va jouer sur votre marge, complètement. Donc la formation, vous estimiez un prix et en fait, vous vous rendez compte que, bah, non, en fait, il y a le prix de la certification à prendre en compte, donc il faut que j'augmente mes tarifs. Et donc vous devrez adapter votre programme de formation en fonction du référentiel de la certification. Donc comment créer son compte EDOF? Donc là, sur le slide, vous l'aurez de toute façon, à la fin. Vous avez le site qui permet de créer le compte. Et donc pour être référencé sur le compte formation, vous allez devoir, remplir un dossier en ligne. Et donc, ce dossier, vous ne pouvez pas l'enregistrer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à autre chose, heu, si vous le remplissez, c'est que vous avez que ça à faire dans votre journée. Mmh. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller manger et que le site, vous fermez la fenêtre, vous ne pourrez pas y revenir, donc il faudra tout recommencer. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire des copier-coller, c'est-à-dire d'avoir tout dès que vous mettez, une réponse sur votre, dans le document, d'avoir le copier-coller sur votre Word à côté. Parce que, bah, moi, ça m'est arrivé de devoir tout recommencer à chaque fois. Donc je conseille d'avoir ce document et pareil, s'ils estiment que vous n'avez pas bien répondu à une question, hem, ils peuvent vous demander de recommencer et donc bah, si vous avez votre dossier déjà, prêt, ça va vous faire gagner du temps. Hem, donc après, il faut en fait compter 15 jours pour le traitement. En fait, vous avez un premier dossier à remplir et dans 15 jours, ils vous donnent une réponse et ensuite vous avez dès qu'ils vous ont dit «oui», vous avez un 2e dossier à remplir et là, ils vous donnent 10 jours pour le faire et en 10 jours, vous devez envoyer la grille, de vos tarifs, la copie de la lettre d'accueil. Alors ça aussi, c'est la lettre d'accueil, en fait, c'est, ce que les impôts vous envoient quand vous créez votre entreprise. Donc à bien garder, si vous venez de la créer, hem, parce que, bah, au début, moi, je me suis dit: «Bah, lettre d'accueil, qu'est-ce que c'est?» Et c'est avéré que j'avais rempli mon classeur avec, tous les papiers et j'ai retrouvé la lettre d'accueil. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on garde ou on fait attention. Donc moi, je vous conseille de la rechercher si vous l'avez reçue et vous savez pas ou de voir si on peut vous en renvoyer une, au service des impôts. Ensuite, il va falloir un business plan. Donc là, quand vous dites que vous avez, fait la démarche et que vous avez 10 jours pour leur répondre avec un business plan et que vous ne l'avez pas fait, forcément, bah, va falloir, avancer très rapidement sur cette chose-là. Donc, l'attestation de vigilance URSSAF de votre organisme de formation si vous avez des salariés. Le fichier avec les noms des et coordonnées des formateurs salariés. Donc ça, c'est, si vous avez des salariés, bien sûr. Le CV et les copies de ces formateurs salariés, les copies des diplômes, pardon. Vous devrez transmettre aussi, les certifications. Donc est-ce que vous avez des certifications ORS? Est-ce que vous êtes habilité sur des certifications ORNCP? Donc ça, c'est des choses que vous allez devoir, envoyer aussi. Les programmes de formation, détaillés, en fonction, bah, de vos certifications. Les conventions de partenariat avec les certificateurs, donc ça, c'est toujours pareil, donc ce que je vous ai expliqué, juste avant, hein, quand vous allez, avoir le certificateur, qui va être d'accord pour que vous utilisiez sa certification. Donc ça, ce document est nécessaire. Vous allez devoir, bah, détailler aussi vos programmes ORS. Vous devrez aussi, comment dire? Les conventions
de partenariat avec le certificateur. Enfin, voilà, que ça soit ORS ou RNCP, c'est la même chose. Que vous ayez des formateurs salariés ou non, vous devrez aussi avoir un fichier avec les formateurs qui ne sont pas salariés. Donc, en précisant leur entreprise et sur quelle thématique ils vont intervenir. Donc pareil, vous avez, à la fin de cette slide, le guide pour remplir votre document comme il faut. Donc ça, il faut se préparer parce que vous avez que 10 jours pour le faire. Donc, il faut que vous ayez déjà, si vous pouvez anticiper et avoir tous les documents, je pense que ça peut être, une bonne chose pour vous. Merci Maxence pour ton intervention. On est arrivé à la fin du support. On a encore à peu près 20 minutes ensemble pour ce qui est de la partie des questions et des réponses. Donc en conclusion, on a présenté la démarche pour ce qui est de la création de l'activité de formation. Le point de départ pour vous va être de mettre en place cette activité avec les déclarations administratives, notamment le choix du statut, et ensuite passer à la déclaration d'activité pour obtenir ce numéro qui va vous permettre d'entamer la démarche en tant qu'organisme. On a vu les différentes étapes pour construire votre offre, une offre qui va vous permettre de vous positionner en tant qu'acteur du marché de la formation auprès de vos futurs clients et réussir à prendre de la hauteur grâce à la certification Calliope. Par la suite, jusqu'à l'accès à EDOF, si c'est votre stratégie, intégrer ce référencement dans les financeurs. Pour ce qui est de vos... Oui, Maxence, je veux dire quelque Non, je chose. voulais préciser quelque chose par rapport à Pôle emploi aussi, Oui. pour être référencé chez Pôle emploi. Donc il y a aussi Kairos. Kairos, K-I-R-O-S. Je vais vous l'écrire, enfin je vais vous mettre un lien si ça vous servira, pour adhérer à ce service qui est nécessaire, pour être référencé chez Pôle emploi. On a eu la question d'ailleurs sur C'est ce que j'ai vu sur, le site que tu voulais. l'Île-de-France, Oui, c'est je ça. crois que c'était ça. C'est ça. Donc, de voir avec directement, sur Kairos. Kairos qui Heu, est plutôt national alors que l'autre est prévu pour Île-de-France. alors, Île-de-France sur, Dochelio et Kairos, on va dire, plutôt, national, même si en Île-de-France on utilise Kairos aussi. Ok. Donc sur vos projets de certification, vous avez une équipe d'assistants à la certification qui est disponible pour répondre à vos projets, vous guider vers l'obtention de la certification Calliope. Alors, je précise que ICPF ne fait pas d'accompagnement à la certification, mais que on a des éléments de réponse pour vous amener jusqu'à la certification. C'est nous qui allons vous permettre de réaliser l'audit et de vous délivrer le certificat. Et pour essayer de l'accompagnement, on a une liste d'organismes qui proposent ces prestations. Si c'est votre besoin, on pourra vous la communiquer. Donc, cette équipe est joignable par téléphone dès maintenant si vous souhaitez avancer dans la démarche au 01 82 83 56 40 ou sur rendez-vous à partir du lien qui s'est affiché en bas à gauche. Pour ce qui est de vos besoins en termes de formation, Maxence, lui et son équipe sont disponibles. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas à gauche, donc c'est le 01 48 74 63 90 et vous aurez la possibilité aussi à la fin du webinaire de retrouver un questionnaire de satisfaction. Donc ça, c'est dans ce formulaire que vous retrouvez à la fin le replay de la présentation ainsi que le format PDF de la présentation PowerPoint. À la fin de ce formulaire, vous pouvez indiquer si vous souhaitez être contacté par ICPF, Créactif ou les deux pour avancer dans votre projet. Ouais, je vous mets aussi, dans le chat, bon, le lien de Créactif, comme ça vous pouvez voir les formations qu'on propose, notamment pour les formateurs. Je vais même, mettre plutôt le lien de la structure qui a été, créée à cette destination. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent et à la fin du questionnaire, vous pouvez répondre que Thomas va vous envoyer si vous souhaitez être contacté. Il y avait d'autres questions peut-être, Oui, on en a. To Alors je j'ai pas regarde le parce que j'en compteur, ai mais j'en je pense ai qu'il y en a à peu près une dizaine. ouais, Une question de Valérie qui avait été posée au début de la présentation. On n'a pas encore traité puisqu'on n'était pas vraiment encore rentré dans le sujet de la certification Calliope. L'audit est-il présentiel obligatoirement?
L'audit présentiel, c'est obligatoire pour l'audit initial. Donc ça, c'est l'audit que vous avez au début de la démarche qui va concerner l'obtention de la certification. Ensuite, vous avez un audit de surveillance qui va intervenir un an après, un peu plus d'un an après, qui lui peut se faire à distance. C'est l'audit à mi-parcours, qui va durer 2 fois moins de temps, en fonction de votre statut. Et à la fin du même cycle, vous allez avoir un audit de renouvellement, et lui, cet audit aussi est en présentiel. Donc, vous aurez un audit sur 2 qui pourra se faire à distance, si vous le décidez. On a des locaux à Levallois, si vous souhaitez venir chez nous. On pourra aussi se déplacer. L'auditeur pourra se déplacer dans vos locaux si vous en avez, ou même chez vous si vous n'avez pas de bureau. C'est déjà arrivé de faire des audits dans des cuisines, des salles à manger. On arrive à s'organiser. Question suivante. Posée par Nathalie en 2 temps, il me semble. C'était sur le sujet du NDA. J'ai créé un organisme de formation via l'association que j'ai créée. J'ai depuis basculé en micro-entreprise, mais l'organisme de formation de l'association est resté actif. Est-il conseillé que j'ouvre un nouvel organisme de formation à titre individuel, même si je suis formatrice référencée pour l'association? Alors, là, donc vous avez déjà créé votre association, c'est là où vous avez fait les premières prestations de formation, si j'ai bien compris, et vous avez créé une nouvelle structure. J'essaye de voir la question parce que j'ai écouté, mais Ça a été heu, posé à 14h18 et ouais, les 2 questions à 14h18 14h18. par Nathalie. Ouais, hem, j'ai créé un organisme de formation que j'ai créé, j'ai depuis basculé en micro-entreprise, mais l'organisme de formation de l'association est resté actif. Bah, si ça dépend si vous utilisez l'un ou l'autre de toute façon, hein, vous, il va falloir que vous ayez un NDA sur la structure que vous utilisez, pour former. Donc si vous êtes sur la micro, entreprise et que vous faites de la formation sur votre micro-entreprise actuellement, bah, vous souhaitez faire de la formation, il vous faudra un NDA. Je Question suivante. Alors, sur le coût de la certification, question de Ivan, le coût de Calliope est-il unique d'un organisme à l'autre et certificateur à l'autre? Alors, d'un organisme de formation à l'autre, le prix évolue. Ça va vraiment en fait, ça dépend de la durée d'audit. Et la durée d'audit est calculée par rapport aux indicateurs que je vous ai donnés, donc le chiffre d'affaires, le nombre de catégories et le nombre de sites. En moyenne, on dit une journée. Ça représente un coût de 1 190 €, s'il n'y a pas d'option, s'il n'y a rien du tout. Et après, pour ce qui est du prix d'un certificateur à l'autre, il peut varier. ICPF, on n'est ni les moins chers ni les plus chers, mais en termes d'investissement, c'est avec nous que vous aurez le plus de facilité sur le parcours, de par le service qu'on propose, la réactivité des équipes et le professionnel de l'équipe. Après, il peut varier sensiblement, je pense, d'une centaine d'euros en moins ou en plus, en fonction de qui vous allez choisir. Mais après, payer 100 € en moins, si c'est pour y passer une journée en plus parce que l'équipe que vous avez en face ne vous répond pas ou vous met un peu des bâtons dans les roues sans le vouloir, bien sûr, mais ça, c'est un choix à arbitrer. Donc voilà, le coût de la certification, si on parle en termes d'euros, est quasiment pareil pour tous les certificateurs. Euh, Quel est le temps moyen que vous avez pu constater pour l'obtention de Calliope? C'est environ 2 mois. Là encore, ça va dépendre de votre préparation. Il y a des organismes qui se lancent dans la certification avec un organisme qui est déjà en place. La formation, c'est leur métier depuis des dizaines d'années, donc euh, la compréhension et l'application du référentiel, c'est déjà quelque chose qui est évident pour eux. Et il y a d'autres organismes qui partent de zéro. Mais pas, dans la plupart des cas, dans tous les cas, partir de zéro avec Calliope, c'est même plus facile parce que dans tous les cas, ça vous offre une structure que vous avez qu'à appliquer pour vous guider. Mais voilà, 2 mois, c'est en moyenne ce qu'il faut prendre, à savoir que ce qui prend le plus de temps pour vous, c'est la préparation, puisque
demander la certification, planifier une date avec nous, c'est quelque chose qui peut se faire dans la journée. Et après, la préparation de l'audit, c'est environ 2-3 jours de travail à temps plein en fonction du volume d'activité que vous avez pour mettre en place la préparation. Peut-être que aussi Maxence peut donner son point de vue, puisque Créactif et le Lab, c'est deux certificats. Comment ça s'est passé pour vous? Nous, on est passé par, ICPF directement. Enfin, je veux dire, on l'a fait pas via Creactive, donc après pour, le lab, on est passé aussi par, ICPF et bon, c'était super, hein, comme tu as dit, on est sur, une journée où on c'est très cordial, enfin très très sympathique, hein. En plus, l'examinateur, enfin le certi j'ai oublié L'auditeur, l'auditeur, pardon, était très sympa et tout ça. Et bon, il contrôle, hein, faut être, c'est l'objectif. faut pas raconter, n'importe quoi. Mais donc non, c'est super bien passé, on a eu la réponse, enfin, c'est très rapide aussi. Donc je conseille, hein, bon, c'est pour ça que je suis là aussi, aujourd'hui, hein, sinon je ne ferais pas le webinaire si je savais pas qu'ICPF, faisait des prestations de qualité, concernant les audits Calliope. Et alors, non, on ne fait pas d'accompagnement, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Il me semble que Créactif propose ce type de prestation, et en plus de ça, on a une liste via notre plateforme où vous pouvez retrouver des organismes qui proposent cette prestation. Ce que nous, on ne peut pas faire, c'est vous renvoyer vers une seule structure, parce qu'on doit faire preuve d'impartialité, mais on a ce document qui vous permet ensuite de faire votre choix, puisque après, voilà, l'accompagnateur, c'est vous qui le choisissez. Oui, donc nous, on peut vous accompagner, notamment à travers de la formation. Donc, parfois on se dit: «Ah bah non, pas forcément de faire de formation, moi j'ai besoin d'un accompagnement». Enfin, à travers nos formations, en fait, on accompagne. Vous avez de la partie, qui est théorique sur de la formation, donc qui vous permet d'avoir des bases sur ce que vous allez mettre en place et de cadrer. Et à côté de ça, vous avez de l'accompagnement individuel, donc des personnes qui sont là en font pour travailler sur vos sujets. Et donc si le sujet c'est, être accompagné pour préparer Calliope, ça fait partie des choses qu'on maîtrise, totalement. Et pour répondre à la question de Laurent, non, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ICPF et Créactif. Il y aurait conflit d'intérêt si Créactif était là pour présenter son activité d'accompagnement, en disant que on pourrait obtenir Calliope plus facilement et que ICPF serait là pour porter ce message. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Créactif est présent pour donner son expertise sur comment réussir à créer un organisme de formation, comment créer son offre, et aussi donner son point de vue sur la certification Calliope. Avez-vous des contacts sur Saint-Étienne? Alors, tout dépend de si vous parlez de la démarche de certification de Calliope ou avec Réactif. Pour ce qui est de Calliope, je n'ai pas le nom de l'auditeur. En tout cas, je sais qu'on est présent dans dans cette région pour proposer une date d'audit. Et pour Créactif, donc, nous on n'est pas présent sur Saint-Étienne. Aujourd'hui, nous on fonctionne, à distance, donc, en ligne, en visioconférence, sur tous nos accompagnements et formations. Alors, je rejette un œil sur les questions. Y a-t-il un coût supplémentaire si non-conformité? Ça va dépendre du volume de non-conformité. Vous pouvez avoir un audit complémentaire au-delà de 5 non-conformités. Et un audit complémentaire, c'est à partir d'1 heure. En fait, au-delà de 5 non-conformités, on considère qu'il y a besoin d'un temps supplémentaire pour reprendre ce qui avait été constaté. Et donc, ça va faire... Donc, l'audit, une journée, c'est 995 €. Vous divisez 995 par 7 et vous obtenez donc ce que ça peut représenter en coût. Mais voilà, dans la plupart des cas, on n'arrive pas jusque-là. L'audit peut se faire en dessous de ce nombre-là. Et quand on est en dessous de 5, le traitement des non-conformités se fait sur la plateforme Noé. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à 3 mois pour traiter ces éléments.
par l'envoi de documents complémentaires pour les lever jusqu'à l'obtention du certificat. Et il y a aussi un autre point à retenir, c'est que les non-conformités, il en existe deux types. Vous avez les non-conformités majeures qui, là, vont bloquer l'émission du certificat. Donc, vous aurez 3 mois pour les traiter pour assurer l'émission. Et vous avez les non-conformités mineures qui, elles, ne bloquent pas l'émission. Donc, si vous avez que ça, on pourrait mettre le certificat. Par contre, on va attendre que vous nous envoyiez un plan d'action pour nous indiquer comment vous allez les lever. Et ce sera observé sur l'audit de surveillance. Moi, je vois des questions aussi. Je vois Marion qui a posé une question sur, le déroulé pédagogique. Doit-on détailler des heures par heure dans la formation? Hem, Ça, c'est certains certificateurs compétences, donc des organismes comme Créactif qui habilitent sur, le droit de donner, enfin de vous donner accès à une certification, de compétences, peuvent vous demander de détailler, le détail des heures sur vos programmes. C'est possible. Nous, on le fait pas, mais je sais qu'on a demandé à être habilité sur certaines certifications et les certificateurs compétences, je rappelle, ont voulu qu'on détaille les heures par heure sur les programmes. Donc ça, c'est en fait, quand vous souhaitez vous lancer sur EDOF et avoir votre certification, enfin obtenir une certification, il va falloir se plier à ce que veut le certificateur, de compétences. Alors, je vous invite à voter pour les questions qui vous intéressent le plus en termes de réponse, puisque on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Il nous reste 4 minutes et je vais les filtrer par vote pour les répondre, donc les traiter, pardon. On a une question qui avait été posée par Koudiev. Quelle différence faites-vous entre contrat de prestation et contrat de sous-traitance? Alors, de mon point de vue, le contrat de prestation, c'est ce qui va être rédigé par le donneur d'ordre pour la rédaction de la prestation. Et après, le contrat de sous-traitance, c'est là s'il va faire appel à un sous-traitant. Donc, il peut y avoir contrat de prestation sans contrat de sous-traitance si la formation est réalisée entre l'organisme qui a été sollicité pour la formation et qu'elle est faite directement auprès du client. C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le prestataire et le client. Tuc, tuc, tuc. Je sais pas s'il y a d'autres questions, je crois que j'en ai vu une. Est-ce que le SST est pris en compte dans le CPF? François, je ne saurais pas vous dire. Je crois que alors, ce que je vous conseille pour vérifier ça, c'est vous allez directement sur le compte formation et vous regardez s'il y a des comment ça s'appelle, des formations SST qui sont pris en charge. Moi, je pense que oui, mais à vérifier parce qu'il y a certains domaines. S'il n'y a pas de certification, je crois qu'en SST, il y a des certifications, mais s'il n'y a pas de certification, bah, il y aura pas possibilité d'être pris en charge sur le CPF. Alors, si les formateurs indépendants sont considérés comme des organismes de formation, puis-je sous-traiter des formations? Oui, c'est possible. Et vous serez donc considéré comme un organisme donneur d'ordre qui, assure la réalisation par un autre formateur. Là, il y a la question de Naïra. Tous les formateurs doivent avoir une formation de formateur? Si oui, laquelle? Alors, tous les formateurs ne sont pas obligés d'avoir une formation de formateur, mais c'est quand même un critère qui est dans Calliope, de prouver que vos formateurs se forment, et enfin, quotidiennement, enfin chaque année, on va dire, tu me dis si je me trompe, Thomas, mais je sais que c'est un critère qu'il faut montrer la montée en compétences de vos formateurs avec qui vous travaillez et Mmh. montrer qu'ils ont, des diplômes, des certifications, qu'ils se forment chaque année pour, bah, faire évoluer leurs pratiques, en fait. Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas obligatoire, mais fortement, fortement recommandé. Alors, question de Cécile. Si la micro-entreprise dépasse les plafonds et bascule automatiquement sur un autre régime,
Est-ce que le NDA et Calliope suivent ou faut-il tout repasser? Alors, c'est ce que disait tout à l'heure Maxence. Alors, en effet, comme vous devez changer de statut, ça implique un changement de NDA DA. par la suite. Mais ce que j'indiquais, c'est que s'il n'y a pas d'impact sur l'organisation, c'est-à-dire que l'activité de formation est toujours la même, c'est seulement une demande de modification de certificat, donc il n'y aura pas de nouvel audit. Ce sera une démarche qui va se faire en une journée, hein, rapidement. Ce sera qu'une formalité. On va prendre une dernière question. Il est 15h30. Alors, je sais pas si tu en as une. Moi, j'ai l'impression que Oui, vas-y. Enfin, si tu en non, avais une, enfin, non, c'est justement, j'ai l'impression qu'on avait plutôt, bien répondu. Je vois qu'il y avait une question de Cécile, sur le fait, sur ce que délivrait Creactive comme certification. Donc nous, on délivre des certifications de compétences. C'est-à-dire qu'on habilite un organisme de formation à pouvoir, délivrer une de nos certifications qui est inscrite chez France Compétences. Alors que Thomas va délivrer Calliope qui est une certification qualité. alors, bon, il me reste il y a plusieurs questions. Il y a parfois des doublons. Alors, j'en traite une autre qui permet de faire une ouverture sur le reste de ce qu'on propose chez CPF. Donc, question de Valérie. Je vous proposais prochainement un webinaire Calliope qui m'intéresse beaucoup, mais je ne pourrai pas y assister malheureusement. Puis-je vous envoyer une ou deux questions avant ou pas? Alors, vous pouvez nous contacter. On a plusieurs possibilités. Enfin, vous avez plusieurs possibilités. Soit de nous appeler par téléphone. Vous avez le numéro qui s'affiche là, notamment de Ania. Vous pouvez aussi nous contacter sur d'autres canaux, comme LinkedIn, par exemple. On pourra aussi faire la bascule avec le service concerné, notre service client sur Noé. Donc, à vous de choisir. En tout cas, vous pourrez nous contacter simplement. On va mettre un terme à la présentation. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Merci à toi, Maxence, aussi pour Bah, ta merci à vous. participation. Ouais. Ça a été N'hésitez un pas moment si agréable pour présenter cette thématique de la création de l'OF. Je te laisse ajouter quelques mots avant ouais, qu'on bah, intervienne. n'hésitez pas à nous contacter, que ça soit ICPF ou Créactif, bah, pour vous accompagner, sur votre activité, poser des questions. Vous pouvez directement prendre rendez-vous. Nous, on fera en sorte de vous orienter, sur, bah, la meilleure façon de faire, pour pouvoir développer votre activité. On va dire que c'est notre but, c'est ça, parce que je sais ce que c'est de créer son activité de formation. Je sais tout ce que ça, tout ce que ça peut générer comme, stress, comme, frustration aussi, surtout quand on a affaire au comment dire? À la DREETS ou à EDOF, donc je sais que c'est des choses qui sont pas forcément simples, à gérer et donc c'est important de les prévoir. Donc bah, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez même une simple question, sur un sujet, lié à votre activité, on essaiera de vous répondre. Merci à toi, Maxence, pour ta participation. Merci à tous. Merci aussi à Alice et Paul qui étaient présents sur la modération. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être sur LinkedIn, vous avez aussi notre page qui vous a été partagée pour nous suivre. À bientôt et bonne poursuite de votre activité. Au revoir. Bonne journée, à bientôt, au revoir.